Le premier roman que j'ai écrit qui s'appelle L'odeur du gruau, j'avais divisé l'histoire en trois périodes différentes. C'est les mêmes personnages qu'on rencontre dans la vingtaine, dans la trentaine, puis dans la quarantaine. Des fois, j'ai l'impression que c'est comme complètement des vies différentes. Donc, c'est ouais, la cinquantaine, de quoi elle sera faite, et puis à quel point je vais constater une différence avec la quarantaine. Tu sais. C'est intéressant parce que on, on gagne des choses, mais aussi on en oublie, j'ai l'impression. Où il y a des choses qui se répètent sans qu'on en soit tout à fait conscient. Et puis, peut-être qu'avec l'âge, on en est un peu plus conscient, mais je sais pas. J'hésite. Mais donc, pour le futur, j'ai la misère à me positionner, en fait. Bienvenue au 20e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, je tiens à vous remercier, chères auditrices, chers auditeurs, pour votre curiosité et pour le temps que vous consacrez à écouter les histoires des autres. Nous vivons dans un monde où nous sommes à la fois hyper connectés et en même temps plus isolés que jamais, emmurés au milieu d'un réseau tricoté d'idées confortables. Avec la série Balado La Quarantaine, j'essaie d'accueillir et d'amplifier des voix variées et des histoires de vie différentes, d'élargir mes horizons et peut-être aussi les vôtres par le biais de ces conversations intimes et publiques à la fois. Pouvez-vous m'aider? Il me reste environ une dizaine de personnes à trouver pour compléter cette série de 40 entrevues. Je suis à la recherche d'invités âgés de 40 à 49 ans, bien sûr, qui ont des racines au Québec, qu'elles soient profondes ou nouvellement implantées, et qui s'expriment couramment en français. Je serais heureuse de parler à des gens qui vivent une trajectoire en ligne droite, comme une flèche, qui sont arrivés exactement là où ils voulaient être, et aussi à d'autres personnes à qui la vie a réservé quelques surprises agréables ou désagréables. L'important, c'est d'avoir envie de se raconter et de partager ses histoires. Connaissez-vous quelqu'un avec qui vous voudriez me mettre en contact? N'hésitez pas à m'envoyer un courriel à l'adresse bonjour@laquarantaine-balado.com. Parlons maintenant de mon invité d'aujourd'hui. Il s'agit d'Alexis Rodrigue-Lafleur, muséologue et écrivain, auteur de 2 romans avec un 3e en cours d'écriture. Alexis est un petit gars du plateau Mont-Royal et comme son nom composé l'indique, ses parents étaient plutôt avant-gardistes. Le voyage a toujours fait partie de sa vie, mais il est récemment redéménagé à Gatineau après avoir passé les 4 dernières années à Hanoï au Vietnam. Ensemble, on parle de grandir en ville, on parle du rôle de parents quand nos enfants arrivent à la fin de l'adolescence, on parle du choc du retour après avoir vécu quelques années en Asie et de l'équilibre entre le fait de soutenir le travail artistique des autres et de développer ses propres œuvres, et bien d'autres histoires. Merci de partager ce moment avec nous. J'accueille aujourd'hui Alexis Rodrigue-Lafleur au micro de La Quarantaine. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci merci de prendre le temps d'être avec moi aujourd'hui pour cette conversation. Mais pour être bien certaine que tu es éligible, peux-tu me dire ton âge? J'ai 45 ans et j'aurai 46 dans quelques jours. Bon, alors, il te reste encore, on a 4 ans pour faire la conversation, c'est correct. On va y aller tout de suite parce que je suis sûre que tu as beaucoup de choses à raconter. J'aimerais commencer pour situer nos auditeurs, pour me situer aussi parce qu'on ne se connaît pas, on se rencontre aujourd'hui pour la première fois. Parle-moi de ton quotidien. De quoi ça a l'air ta vie au jour le jour, une journée typique dans la vie d'Alexis? Hmm. Moi, je suis un lève-tôt, donc vers un petit peu avant 6 heures, je suis debout. Je travaille assez tôt aussi. En ce moment, je travaille, donc j'habite à Gatineau, je travaille à Ottawa, au Musée des Beaux-Arts du Canada. Je suis responsable, je suis superviseur de l'équipe d'installation là-bas, donc aux expositions, et puis on travaille avec les collections.
Donc, une journée pour moi, ça commence assez tôt. On est en chantier avant que le musée ouvre. Règle générale, hein, le musée ouvre vers 10 heures. Donc, pour nous, notre temps, c'est un petit peu avant ça. Et puis, je travaille ensuite jusqu'à vers 3h30, 4 heures. Je rentre à la maison. Un peu de cuisine, on papote. Euh, puis on passe une soirée à la maison avec les amis ou avec la famille. C'est une journée typique de semaine. En fin de semaine, on en profite. On n'est pas loin du parc de la Gatineau. On peut aller faire des tours à la marche. J'en profite pour lire, j'en profite pour écrire, parce que je suis aussi écrivain. La famille, ça ressemble à quoi? Tu probablement pas de très jeunes enfants si tu arrives à faire ces choses-là la fin de semaine. Effectivement. J'ai deux enfants. J'ai une grande fille de 18 ans qui vient de quitter la maison pour aller vivre à Montréal, commencer l'université là-bas. Et puis j'ai un garçon de 15 ans qui habite toujours avec nous. Donc c'est ça. Wow! C'est une grosse transition que j'ai de la misère à imaginer. Mes enfants sont plus jeunes, alors Oui, c'est effectivement une assez grosse transition qu'on appréhendait un peu. Ouais, ça vient toujours un peu vite, mais on a souvent de la visite, disons. Ma fille, elle vient souvent nous voir, puis on va souvent la voir à Montréal, finalement. c'est pas trop loin, c'est pas trop loin. Ouais. Dis-moi, ton travail, quand tu me le dis vite, vite comme ça, j'ai l'impression que vous êtes les personnes qui accrochez les tableaux sur les murs. Évidemment, c'est plus complexe que ça, mais qu'est-ce que vous faites? De quoi ça a l'air? Oui, effectivement, non, c'est une bonne question. On se pose souvent la question. Euh, ben oui, comme tu dis, c'est nous qui accrochons les tableaux sur les murs, mais quand c'est des tableaux. Donc, la collection du Musée des Beaux-Arts est très variée, là. Il y a autant de l'art contemporain que donc, on a des collections d'art européen plutôt classiques. Donc, oui, il y a des tableaux. Mais quand on tombe dans l'art contemporain, on peut avoir affaire à toutes sortes d'installations beaucoup plus complexes, des sculptures, des assemblages de toutes sortes d'éléments. Il y a du vidéo, il y a du sonore, il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments à installer, puis à placer, puis à assembler. Je peux donner un exemple rapide. On a une structure en ce moment qui est installée dans une galerie où il y a eu les prix Sobeys à chaque année. Donc, ça s'est exposé au Musée des Beaux-Arts à Ottawa. Il y a une grande structure qui est composée comme des étages en métal avec des bassins, avec de l'eau. Et puis, il y a des pompes, et puis il y a de l'eau qui dégoutte sur des vases qui fondent. Donc, ça, c'est comme toutes des structures qu'il faut qu'on mette en place, qu'on s'assure que la mécanique fonctionne, faire des rotations avec les vases qui sont en installation. Donc, ça, c'est une des choses, par exemple, qu'on peut faire. Donc, c'est autant, c'est pas seulement technique, là, c'est aussi, c'est comme, ça fait partie de la démarche artistique, mais la partie qui n'est pas attachée au nom de l'artiste, forcément. Est-ce que Ben, on travaille on peut dire toujours ça? en lien. Si on travaille avec des installations dans ce genre-là, avec des artistes qui sont vivants, donc on travaille avec leur plan, avec leur design, avec leur spécification. Donc, faut être vraiment très, très précis. Faut comprendre la démarche de l'artiste. Faut l'accompagner là-dedans. Si c'est une œuvre qui a déjà été faite, il faut la reproduire du mieux qu'on peut. Si c'est une nouvelle œuvre, ben là, on essaie de comprendre la dynamique puis de travailler avec l'artiste. D'habitude, il y a quand même des plans assez bien définis, là. C'est rare qu'on part de zéro. Euh, mais il y a ça, c'est l'aspect exposition, mais on travaille aussi donc avec les collections. Donc, on va assister dans le mouvement des œuvres à l'intérieur du musée pour amener les œuvres vers des endroits d'entreposage pour des laboratoires de restauration. On travaille beaucoup avec les entrepôts de collection. Donc, ça aussi, ça nous occupe beaucoup. Le travail dans l'ombre ou le travail qui se fait avant les heures d'ouverture, en gros, c'est vous comment dire, les fées qui déplacent tout pour que C'est ça. l'expérience des visiteurs du musée soit
soit la plus optimale et agréable, c'est ça, oui. ouais. Donc, on essaye de ne pas avoir à fermer de salle pendant que les visiteurs sont présents le moins possible. Donc, souvent, c'est ça, si on a des œuvres à déplacer ou à changer d'endroit, ben, on essaie de faire ça tôt le matin, puis de s'arranger que on dirait qu'il ne s'est rien passé, C'est la passer 10 magie, heures. Ouais, c'est ça, c'est ça. la magie de la nuit. Je vais vouloir te demander, mais je vais retenir ma question pour plus tard, mais je t'avertis, je vais vouloir savoir comment on se retrouve dans ce genre de position-là parce que j'ai l'impression que c'est un parcours, en tout cas, que moi, j'ai jamais rencontré, donc je vais être curieuse là-dessus. Parle-moi un peu de ce que c'est que d'être le parent d'enfants de cet âge-là. C'est une réalité différente de celle d'être parent à d'autres étapes, évidemment. Au quotidien, de quoi ça a l'air? Ouais. Moi, je trouve que c'est un super bel âge, là. Je trouve que c'est vraiment très, très agréable là, comme âge. Euh, Évidemment, ben là, on a peut-être pas mentionné encore, mais donc nous, on revient de vivre à l'étranger. On a vécu 4 ans au Vietnam. On est revenu il y a 6 mois. On est revenu environ 6 mois, peut-être un peu plus, l'été passé. Parce que ma conjointe travaille au ministère des Affaires étrangères, donc elle était en poste à Hanoï, et puis on est parti toute la famille, donc j'ai mis mon boulot de muséologue sur la glace pendant quelques temps. Et puis, on est parti vivre là-bas. Donc, on a passé la période COVID aussi à l'étranger. Donc, ça nous a, d'une certaine manière, soudés très solidement parce que, bon, de toute façon, voyager, vivre à l'étranger en famille, ça force un peu aussi le resserrement du noyau dans une communauté d'expatriés. Euh, et puis bon, avec l'expérience COVID, ben là, en plus, on a dû vivre plusieurs quarantaines et puis moments d'isolation ensemble. Donc, on, on a vraiment, on s'est créé un noyau très, très solide. Revenir ici au moment où ma fille part vivre dans une autre ville, ça a quand même posé certains défis au niveau émotionnel. C'est quand même difficile de se détacher et de laisser partir ça. Il y a des jours, c'est facile, il y a des jours, on s'ennuie, puis il y a des hauts et des bas. Tout ça est mélangé, je te dirais. Il y a le retour, puis ben, il y a la séparation dans le retour en plus. Donc, ça a toutes sortes de niveaux. On a notre plus jeune là, qui a 15 ans qui est toujours avec nous. Mais ça change ça aussi, ça change la dynamique là, d'être à 3 plutôt qu'à 4. Et puis, des fois, on se rend compte que, oups, on dirait que les frères et sœurs s'ennuient l'un de l'autre. Il y a des moments de sensibilité là, aussi, qui sont plus. Ouais, ça arrive. Ouais. C'est peut-être mieux qu'ils s'ennuient l'un de l'autre que l'inverse, qu'ils se disent Non, bon pour ça, débarras, mais on on est choyés, on s'entend très bien tous les quatre. Puis, ouais, ouais, non, ça, c'est une chance, mais ouais. wow! J'aime y penser. Mes enfants ont la même à peu près différence d'âge. Puis j'ai aussi ma fille est plus vieille, puis je peux imaginer déjà que mon fils va avoir le cœur brisé quand même. Mhm. Puis souvent, il dit qu'il va toujours habiter avec elle, puis tout ça, tu sais. Puis Ouais. des fois, je lui dis: «Faut que tu te prépares, mon homme, que dans 10 ans, elle va probablement pas habiter avec toi», tu sais. Mais il veut pas y penser pour le moment. Non, Alors, je peux je pas le peux blâmer. je peux imaginer. Alors, merci pour, d'avoir, mis la table, nous donner une petite idée de ta vie d'aujourd'hui. Heu, il y a quelque chose sur lequel on est passé vite. Tu mentionnes que tu es écrivain. Au quotidien, Oui. est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi présentement ou est-ce que tu es entre 2 ou de quoi ça a l'air? Ben donc, j'ai publié 2 romans déjà. J'ai publié un roman. Attends. Premier roman, la première année que j'étais parti. Donc, j'avais déjà fini de l'écrire, puis il a été accepté juste avant de partir pour le Vietnam. Donc, il y a à peu près 5 ans, 4 ans.
Et puis, j'en ai publié un second il y a presque 2 ans, 1 an et demi. Et puis là, en ce moment, je travaille sur un manuscrit qui est bien avancé, mais qui me demande encore pas mal de travail avant de pouvoir être soumis, là, je dirais. Depuis le retour, je dirais que c'est assez difficile de trouver du temps pour travailler, de travailler là-dessus. J'aimerais ça travailler beaucoup plus sur l'écriture, mais à la fin de semaine, à l'occasion, là, je suis capable d'y donner quelques heures. La semaine, c'est un peu plus difficile là, de trouver l'énergie, puis la patience, puis l'envie de s'asseoir à sa chaise et de travailler là-dessus. C'est sûr que c'est des projets à long terme quand on ne fait pas ça à temps plein parce que ça prend le temps que ça prend, puis il faut laisser mûrir les choses. Puis le travail de l'écriture, des fois, ça prend plusieurs passages pour arriver vraiment à ce qu'on veut produire. Euh, donc, donc, c'est un peu ma façon de travailler en ce moment. Ce qui me convient, je veux dire, moi, je suis quand même quelqu'un qui aime l'écriture dans ce sens-là. J'aime écrire des romans parce que ça me permet de réfléchir lentement. Je suis. Ça ça permet de mûrir certaines idées des dernières années, les expériences des dernières années, puis de faire une somme, si tu veux, euh, tranquillement, puis de bien être d'être certain de mon propos aussi. Donc, dans ce point de vue-là, ça me convient. Des fois, c'est sûr, j'aimerais ça que ça aille un peu plus vite, mais bon. Ça prend toujours plus longtemps qu'on pense, Ouais. ce genre de projet créatif-là. Reculons vers le passé, aussi loin que tu veux. On peut reculer de 40 quelques années ou on peut reculer de 400 ans si ça te parle. Parle-moi de tes origines et de tes racines. Euh, je peux te parler de mes origines. Ma mère en ce moment d'ailleurs est très elle se passionne par la généalogie, donc je vais t'en Wow! parler un petit peu. Mais euh, moi, je porte les deux noms de famille, hein. Je porte le nom Rodrigue Lafleur. Donc, Rodrigue, c'est du côté de ma mère et puis Lafleur, c'est du côté de mon père. J'ai eu des parents plutôt avant-gardistes là, à l'époque. En 77, donc l'année de ma naissance, c'était pas encore tout à fait légal là, de donner les deux noms hein, à des enfants. Donc, ça m'a causé des problèmes un peu plus tard avec avec la paperasse. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que quand j'ai pensé à préparer cet épisode-ci, je me suis dit, ben, c'est donc bien drôle, ça va être le premier épisode, je pense, avec quelqu'un qui a un nom composé. Et pourtant, moi aussi, je suis née en 77. J'ai l'impression que c'était devenu très commun à peu près à notre âge, mais peut-être que c'est juste après. Est-ce qu'il y a eu un Juste après, changement ouais, il y a eu un législatif, c'est changement ça? de loi, je crois, au début des années 80, autour des années 80, là, où L'état civil. ouais, là, c'était permis d'avoir un nom composé, puis ça allait directement, mais au moment de notre naissance, là, c'était pas C'était des encore pionniers. fait. Alors, Ouais, c'est ça, il a fallu qu'il s'obstine un petit peu. Donc, c'est ça. Mais je sais que les Rodrigues, en fait, ça vient d'une famille portugaise qui s'est installée il y a à peu près ça 400 ans dans la région de Québec. Euh, et puis, qui sont descendus un peu plus tard. Là. Moi, ma mère vient de la Beauce. Donc, qui sont installés dans ce coin-là. Et puis, la fleur, ça vient d'un Français qui faisait partie du régiment de Carignan, qui était un soldat, et puis qui s'appelait pas Lafleur d'ailleurs, mais que c'était son surnom qui est devenu Lafleur une fois qu'il est arrivé au Canada. Et puis, ça fait aussi autour de 400 ans. Donc, il y a les deux côtés, là, ça fait assez longtemps qu'ils sont au Québec.
moi, de mon côté, je suis né à Montréal, et puis j'ai grandi à Montréal, sur le plateau Mont-Royal. Je suis un enfant du plateau. Et puis, j'ai habité là jusque dans la vingtaine. J'ai fait quelques voyages. J'ai habité un peu en Amérique du Sud euh, vers la moitié fin de la vingtaine. Et puis ensuite, on est revenu à Montréal, habité quelques années, puis on a déménagé à Gatineau il y a quelques années. Puis ensuite, on est allé au Vietnam. Donc, on s'est baladé un peu. Parle-moi de l'enfance sur le plateau parce que dans mon imagination, j'ai un peu l'univers genre Michel Tremblay des Belles-Sœurs, mais ça, c'est un peu avant notre génération. Ouais, De c'est un peu quoi ça avait avant, mais l'air le plateau dans ça les années ressemblait 80 encore, pour ça un ressemblait un enfant? peu encore à ça. Ça ressemblait encore un peu à ça. C'était pas riche du tout, là. C'était un quartier très populaire, dans le sens de populaire, hein. Ouvrier. Ouais, c'est ça, ouvrier. Il y avait plein d'usines le long de la voie ferrée, donc ça attirait. Nous autres, on était plus dans ce coin-là, près de Lorimier, puis Mont-Royal. Et puis, à l'école, c'était très multiethnique. Il y avait des gens d'un peu partout, là, justement, parce que c'était un quartier qui était pas très dispendieux. Il y avait des gens un peu partout là, qui venaient s'y installer. Beaucoup d'immigration. Puis moi, j'ai beaucoup adoré, j'ai adoré ça. Moi, j'ai un garçon qui grandit dans les ruelles du plateau. Puis c'est plus vers l'adolescence là, que quand j'étais adolescent que ça a commencé à changer beaucoup, puis à se gentrifier, puis là, à avoir des petits cafés sur la rue Mont-Royal. Parce qu'avant ça, sur la rue Mont-Royal, je pense que le premier café qui est arrivé, c'était un Second Cup. Puis avant ça, c'était le McDonald's, puis le Dunkin' Donuts, puis le Rossi, puis le Woolworths, puis tout ça. Le Il y avait quelques Proto. épiceries, probablement aussi des petites épiceries à ce moment-là, non? Ouais, il y avait des Genre fruiteries, ethnique mais un je peu. pense que ethnique, pas tant. Euh, un peu, mais pas tant. Pas comme près de la rue Saint-Laurent, là. Ben, moi, en tout cas, parce que moi, j'étais vraiment plus Côté est du dans plateau. l'Est, là, ouais. Fait que à part les dépanneurs, là, qui étaient tenus par des Vietnamiens, non. Pas, vraiment d'épicerie. Ça, ça, ça fait changement des enfances de la rive sud qui sont plus celles de la plupart des gens avec qui moi je suis allée à l'école. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui te reste aujourd'hui de cette enfance-là que tu as eue? Qu'est-ce que tu penses que ça a laissé comme semence, si on peut dire, qui ont grandi et qui font encore partie de toi aujourd'hui? Euh, Ben, c'est sûr que ça fait de moi quelqu'un qui est très citadin, là. Je veux dire, Urbain. urbain, la ville, pour moi, c'est une seconde nature, là. Je me sens quand même très à l'aise dans les grandes villes. Même si Hanoï m'a quand même jeté un peu à terre quand C'est une j'y suis grande, allé. grande ville, Hanoï. Ouais, c'est une C'est même pas grande, si grande grand que ça, en ville. plus, à l'échelle Non, du c'est une grande, Vietnam. grande ville de 8 millions d'habitants, avec énormément de trafic. Mais, euh, mais d'avoir grandi en ville, c'est sûr que oui, ça fait de moi quelqu'un de plutôt urbain. Maintenant que j'y suis plus, je m'en ennuie pas tant, honnêtement. Euh, Nous, on habite à Gatineau, on n'est pas très loin du centre-ville, mais on n'est pas dans un quartier densément peuplé là, comme le plateau Mont-Royal ou des endroits comme ça. Mais j'ai toujours plaisir à y retourner. Mais ça fait aussi que j'ai besoin de ce genre d'environnement-là parfois, là, tu sais, ouais, ouais. La diversité, est-ce que c'est plus ça? La densité, la diversité, qu'est-ce que c'est Oui, non, qui... la diversité, définitivement, là, ça, c'est quelque chose qui est important parce que
Non, je m'ennuie vraiment très rapidement dans un endroit qui est homogène. Euh, c'est sûr que il y a eu un certain choc au retour ici, là, quand on est revenu à Gatineau. Là. Je comprenais pas où étaient les gens, puis il y avait personne dans les rues. Là. Je trouvais ça bizarre. Je trouvais qu'il manquait de gens. Oui. Des, Oui. des grands espaces avec très peu de monde, je trouvais ça très étrange. Euh, mais ouais, je sais plus où c'est que je m'en allais avec ça. Ben, on parlait de ce qui restait. Ouais. C'est juste, tu m'as mentionné avant qu'on commence l'entrevue que ben, tu as fait allusion aussi que tu as fait quelques voyages. Tes parents étaient peut-être un peu voyageurs. Oui, Parle-moi mais de c'est ça ça. un Moi, peu. mes parents, juste avant ma naissance, mes parents, ils ont voyagé pendant 2 ans à travers l'Amérique latine. Ils sont partis de Montréal, ils ont vécu un peu à San Francisco, au Mexique, et puis et leur but à cette époque-là, c'était de se rendre jusqu'au Chili. À l'époque, c'était le gouvernement de Allende qui était là, donc il y avait toutes des réformes sociales. Et puis, il était très, très attiré par tout ça. C'était des gens qui étaient très de gauche. Et puis, ils sont, au bout d'un an et demi environ, je pense qu'ils étaient rendus dans le coin de Panama. Puis, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le coup d'État là, au Chili. Puis là, ils ont changé leur itinéraire. Ils ont passé un peu plus de temps en Colombie, puis ils sont allés en Bolivie, au Pérou, puis en Argentine. Ils sont passés par Cuba en revenant, et puis sont revenus s'installer à Montréal après pratiquement 2 ans là, d'absence. Wow. Donc, ils ont ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de l'imaginaire collectif de la famille. Je ne sais pas comment dire, mais ça, chez nous, il y avait toutes sortes d'objets, de décorations qui venaient de ces voyages-là. Et puis, mon père il a travaillé dans le milieu de la solidarité internationale toute sa vie. Et puis, suite à ça, donc, il y avait tout le temps une espèce de mélange de culture, puis de discussion sur ce qui se passait à l'étranger, puis à l'international, puis partout en Amérique. C'était quelque chose qui était très présent, tu sais. Puis, mes parents m'ont fait voyager aussi. Je veux dire, je suis allé au Mexique avec ma mère, j'ai voyagé aux États-Unis souvent avec mon père. Donc, ça, c'est des choses quand même qui nous ont ouvert aussi à l'étranger, puis pas juste à l'étranger, mais euh, euh, au fait qu'on n'est pas spécial. Je sais pas, Mhm. pas que, qu'il y a toutes sortes de façons de vivre, puis que toutes ces façons-là de vivre sont correctes, puis se valent, puis c'est le fun de les partager, de les découvrir, puis de s'en émerveiller constamment. Tu sais. Oui, wow. Ça Donc, fait. ouais, ça l'a quand même nourri beaucoup là, ma jeunesse. Là. Et puis par la suite, mes envies de voyager ont sûrement sont là aussi. Ma sœur a vécu au Brésil, elle a vécu en Espagne. On a quand même voyagé pas mal au fil des ans. Oui, ben, je peux imaginer que c'est ça, ça donne. Ça crée cette idée-là du voyage comme normalité, plus que comme exception, peut-être. Oui, puis le voyage sur le long terme aussi. Le voyage pas simplement touristique, là. Le voyage qui habite l'endroit, euh, partager le quotidien d'un lieu. Tu sais, moi, il n'y a rien que j'aime plus quand je suis ailleurs que d'aller faire l'épicerie. C'est c'est comme, Moi pour aussi. moi, Le tourisme d'épicerie, c'est ma chose préférée. ouais. C'est comme, tu sais, si je vais, ça n'a pas besoin d'être loin, là, si je vais visiter de la famille à Vancouver, je veux aller à l'épicerie, tu sais. Je veux voir c'est quoi qu'il y a ces tablettes. Je veux, tu sais, c'est quoi que les gens mangent, c'est quoi, comment qu'on fonctionne. Fait que, aller au marché, aller juste se promener, voir le petit quotidien, pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que de visiter les lieux historiques ou les lieux touristiques. Règle générale, je trouve assez peu intéressant. Je Donc, t'entends.
Ouais. Donc, c'est ça, c'est peut-être un peu plus cette perception-là, là, je pense, qui est née là, de tous ces voyages-là, puis de cette éducation. Ouais. Fait comment, peut-être on peut faire une transition pour parler de ce qui t'est arrivé par la suite. J'aime, demander à mes invités de me parler de leurs choix, les grands choix, les petits choix, les moments charnières, les choix qui parfois ont été faits pour nous, ou ceux qu'on n'a pas faits, hein. Il y a des choix des fois qu'on n'a pas faits puis qui se sont faits par eux-mêmes, quand on a appuyé sur snooze pendant juste assez longtemps, des fois, les Ouais. choses arrivent. Parle-moi des choix qui, à ton avis, déterminent ta trajectoire entre, cette enfance-là, sur le plateau dont on vient de parler, puis c'est Mm. ton enfance, tes voyages et tout ça, et ta vie d'aujourd'hui à Gatineau, en muséologie. Qu'est-ce qui arrive entre les 2? Et ton travail Ouais. d'écrivain aussi, hein? Euh, ben, je pense que le premier choix, c'est le choix des études, malgré tout. Moi, j'hésitais entre aller faire des études en beaux-arts ou en bibliothèque, en documentation, tu sais, travailler dans des bibliothèques. Puis je trouvais qu'il y avait quand même un très grand écart entre les deux. Et puis, par hasard, j'ai découvert un programme là, qui existe là, en muséologie, en technique de muséologie, puis c'est là que je me suis retrouvé. Euh, donc ça m'a quand même donné une espèce de fondation, si tu veux, qui m'a suivi au fil des ans, parce que j'ai travaillé dans les musées donc depuis ma jeune vingtaine, presque toute ma vie. Mais avec des arrêts par-ci par-là à l'occasion. Je mentionnais que j'ai vécu en Amérique du Sud. Bon, quelques années, c'était j'essaie de me souvenir dans quelle année, en 2002. Euh, donc j'avais quoi? J'avais 25 ans à peu Un près. petit peu avant la naissance de ta fille. Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, ça avait été motivé par une suite de choses, mais entre autres, mon père est décédé, j'avais 20 ans. Euh, et puis, je sais pas, il y avait comme une façon aussi de vouloir honorer aussi le travail qu'il avait fait au niveau du travail à l'international, la solidarité internationale. Donc, j'étais allé voir à travers certains programmes qui existaient de coopération ou de stage à l'étranger. Et puis là, à ce moment-là, je faisais beaucoup de trucs de design web, de, de- c'était la mode à l'époque, là, tout le monde faisait des sites web. Fait que je faisais ça un peu. Je travaillais avec ma mère qui est designer, entre autres. Et puis, là, j'ai découvert qu'il y avait un projet de stage à ce moment-là qui existait. Puis c'est avec ce programme-là que je suis allé 8 mois en Bolivie. Donc ça a quand même été un gros choix parce que c'est rendu en Bolivie. Moi, que j'ai aussi rencontré la femme avec qui je suis en ce moment, qui était une collègue de travail, qui est québécoise aussi. Et puis, à la suite de ce stage-là, il était question on a déménagé au Maroc, mais on n'est pas resté très longtemps au Maroc parce qu'on a découvert que ma conjointe était enceinte à cette époque. Donc, comme on venait juste d'arriver, on se sentait comme pas super à l'aise de poursuivre la grossesse sur place. Donc, on est revenu à Montréal, mais on est quand même resté quelques mois à Rabat. Donc, c'est quand même un choix majeur qui a qui a dirigé là, beaucoup de notre vie. Ensuite de ça,
il a eu le choix de quitter Montréal. Il a eu le choix de quitter Montréal pour venir ici à Gatineau après avoir travaillé pendant des années dans le milieu muséal à Montréal, où ça plafonnait pas mal. Et puis ma conjointe venait de finir ses études en en sciences politiques, développement international. Donc, avait beaucoup plus d'options aussi à Ottawa, là, auprès des ministères et des agences gouvernementales. Donc, on a décidé de quitter Montréal. À ce moment-là, on avait les deux enfants. Il était assez petit, là. Gaël, il avait peut-être 2 ans, je pense, à ce moment-là. Et Non. vous avez quitté Montréal avec un plan, vous vous êtes dit, on est juste mieux de s'installer à Gatineau, puis on verra qu'est-ce qui arrive? Euh, on s'est, ben, c'est un peu des, c'est un peu arrivé un peu par hasard, dans le sens où ma conjointe consultait régulièrement les annonces de postes à Ottawa auprès du gouvernement. Et puis, elle a vu, parce que le Musée des Beaux-Arts, c'est une agence gouvernementale, elle a vu qu'il y avait un poste qui était ouvert à ce moment-là au musée. Moi, elle m'a dit, ah, tu pourrais appliquer dessus. J'ai appliqué. J'ai eu un poste. Donc, pendant un certain temps, je faisais l'aller-retour avec Montréal. Et puis, finalement, on a déménagé ici au complet. Et puis, pendant ce temps-là, ma blonde, elle avait encore un job à Montréal. Elle faisait l'aller-retour. Et puis là, on a finalement réussi à se synchroniser. Puis, elle s'est trouvée aussi quelque chose à Ottawa. Wow! C'est pas facile le début de carrière avec en plus les jeunes enfants Ouais, c'était assez dans deux rock'n'roll. villes séparées. Ça semble avoir été un peu rock'n'roll, non? Ouais, ouais, c'était une année qui était assez mouvementée, là. Il y avait beaucoup de choses à faire. La liste des tâches était longue. Mais bon, on s'en est bien tiré, je pense, finalement. Euh, ouais, puis on a gardé on est toujours dans la même maison, là. On a toujours, on Est-ce aime que tu es bien. toujours à peu près dans le même poste qu'à l'époque ou dans la Ben lignée là, de ce poste-là, tout le moins? ouais, ben, je suis devenu, en fait, superviseur là, d'équipe là, que j'ai joint en ce moment, là. Donc, ouais, c'est pas mal dans la même ligne. Ouais. J'aimerais, j'ai plein de questions, mais il y en a une qui me turlupine. Tu as tes propres poursuites artistiques, ton travail d'écriture, puis en même temps, tu passes ton 9 à 5, comme d'autres diraient, là, en soutien au travail artistique des autres. Mhm. Est-ce que ça crée une tension dans ta vie? Est-ce que c'est une tension qui est génératrice ou euh, est-ce que tu aimerais ça éventuellement faire l'un ou l'autre à temps plein? C'est comment tu vis ça? C'est cet équilibre-là entre les deux pôles de soutien Ouais, aux autres puis ta propre création. ouais. Ben, c'est sûr que dans un monde idéal, si je pouvais faire un peu des deux, ça serait ça qui serait le mieux. Parce que c'est hyper inspirant de pouvoir travailler avec les œuvres des autres, avec d'autres artistes, écoute, aussi, je travaille, mes collègues, beaucoup de mes collègues sont eux-mêmes aussi artistes. Ça arrive souvent là, dans le milieu que les gens qui travaillent en installation d'œuvres d'art ou dans les galeries sont aussi artistes de leur côté. Donc, c'est quand même une bande de gens créatifs, puis on a tout le temps des discussions super intéressantes sur la création, sur le milieu de l'art, puis il y a toutes sortes de parallèles à faire avec les différents médiums. Je veux dire que tu parles de peinture ou tu parles d'écriture, il y a toutes sortes de rapprochements que tu peux faire sur la façon de fonctionner, juste sur comment tu envisages la création, comment tu produis tes œuvres, euh, comment, ouais, juste comment tu travailles, tu sais. Puis moi, ça, je trouve que c'est hyper stimulant. Euh, donc, j'ai toujours eu de la misère. Je me suis à quelques moments retiré de ce milieu-là, mais j'y reviens tout le temps. J'ai comme besoin d'y baigner, comme. Euh,
pendant que j'étais au Vietnam, j'ai quand même eu la chance d'avoir comme ces années-là où je pouvais me consacrer beaucoup plus à l'écriture. J'en ai super gros profité, mais ne faire que ça, c'est quand même aussi difficile. Je veux dire, mentalement, c'est hyper exigeant, puis tu finis des fois par flotter dans un endroit où est-ce que tu es un peu tout seul, tu manques un peu de feedback, de rétroaction. Puis là, c'était particulièrement c'est un défi particulier d'être à l'étranger dans cette situation-là parce que j'avais pas beaucoup de monde autour de moi avec qui je pouvais discuter de création littéraire, surtout en français. Là, j'ai rencontré des gens qui écrivaient en anglais, qui écrivaient bon, dans d'autres langues, mais pour pouvoir parler création littéraire en français, ça, j'avais pas là, de vis-à-vis. Donc, ça, c'était un peu difficile. Là. Maintenant que je suis de retour au Québec, là, j'ai plus la chance de pouvoir rencontrer des gens, partager des cercles, mais en même temps, là, je travaille à temps plein. Donc, c'est tout le temps un peu le défi là, c'est pour ça que je te dis, dans un monde idéal, si je peux faire une semaine de travail, une semaine d'écriture, ça, là, je serais, euh, Ah je serais aux oui, anges. ou Mais une journée sur deux. une journée sur deux ou un truc, tu sais, moitié-moitié, ça serait, ça serait génial. Mais malheureusement, les choses étant ce qu'elles sont, c'est pas toujours facile. Peut-être à la retraite, on y reviendra un peu plus tard. Tu mentionnes ton expérience quand tu étais au Vietnam. J'ai interviewé plutôt euh, mon ami Valérie Sorel, qui est consul à Beijing et qui a fait beaucoup de postes un peu partout dans les ambassades canadiennes, puis qui me parlait de son expérience comme étant un peu différente parce qu'elle était euh, une femme qui amène son conjoint avec elle. Mhm. Puis elle dit, tu sais, elle dit, qu'est-ce qui m'a manqué? C'était, par exemple, quand elle était à Cuba, elle dit, ben, tu sais, toutes les mamans des affaires internationales, ben, elle allait passer la journée à la plage avec leurs enfants. Tu sais. Puis moi, ben, il fallait que je travaille. Puis c'est mon conjoint qui avait le bonheur d'aller à la plage. Et la situation, on ne parle pas de la plage à Hanoï parce que l'eau ne serait Non. pas très propre, mais comment tu as vécu ça, toi, d'être le conjoint qui n'avait pas de poste là, Ouais. pendant que tu étais au Vietnam? Comment ça s'est joué pour toi d'être tant dans la décision d'y aller, premièrement, parce que je présume que tu aurais pu rester à Gatineau puis continuer ton travail. Tu sais, comment ça s'est décidé, puis comment ton expérience a été? Ouais, ben nous, au niveau de la décision, c'est sûr, c'est une décision qu'on a pris à deux. Pour nous, c'était important, mais en même temps, moi et ma conjointe, on partage la passion du voyage, puis l'envie de vivre à l'étranger. C'est un peu comme ça que notre relation a démarré. Donc, pour nous, c'était un retour un peu au naturel, là. Ça ne semblait pas quelque chose de complètement farfelu. C'est sûr qu'avec les enfants, là, c'était un petit défi, là. Il fallait qu'on calcule ça, mais en même temps, c'est sûr que là, je me posais la question, bon, qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant ce temps-là? C'est sûr que quand on discutait de ça, à ce moment-là, je n'avais pas encore publié de livre, mais c'était quand même dans mes buts. Ça a toujours été dans mes buts d'écrire. Donc, j'étais comme, ben, est-ce que tu trouverais ça correct si moi, je me consacre à l'écriture, si, tu sais, c'est farfelu, tu sais. Puis là, elle me dit, ben non, tu sais, c'est correct, tu peux faire ça, mais puis, tu n'es pas obligé de faire ça, tu peux aussi faire d'autres choses, mais bon. Euh, donc ça s'est bien joué. C'est sûr que les conjoints hommes accompagnateurs sont plus rares dans le milieu. Il y a beaucoup plus justement de groupes de femmes. Quand tu es en Asie, là, puis tu envoies tes enfants à l'école internationale, là, beaucoup de Coréens, beaucoup de Japonais, il y a beaucoup bon, de parents vietnamiens. Donc là, pour un homme, c'est à peu près impossible là, tu sais, de se joindre à ces cercles-là. Là, les genres se mélangent
très peu ou à l'occasion pour des lunchs, mais dans des... Tu crées pas des amitiés hommes-femmes. Moi, j'ai beaucoup d'amitiés hommes-femmes ici au Canada, au Québec, mais c'est à peu près impossible de développer ce genre d'amitié-là à l'étranger. Mais j'ai eu la chance de tomber sur une gang d'hommes aussi accompagnateurs qui s'étaient retrouvés aussi à partir de l'école. Mais là, c'était du monde un peu partout. Là. On était une bande qui se regroupait. C'était vraiment sympathique. On se voyait une fois par semaine, les vendredis au moins, pour luncher ensemble. Et puis après ça, ben, on faisait aussi d'autres sous-groupes, si tu veux, là, pour aller faire du vélo la semaine ou pour faire des activités à gauche et à droite. Mais c'était comme un noyau d'une dizaine, une douzaine là, d'hommes d'Australie, de Finlande, de Suède, du Danemark, d'Espagne, un peu partout. Donc, c'était quand même une belle bande. Là. Il y a des Américains, des Canadiens, des gens qui suivent l'ambassade, là, puis qui voyagent un peu à l'étranger. Mais puis à 3 heures, avec tout le monde rentre chez eux pour aller ramasser les enfants pour l'école. Oui, c'est ça. C'est la dynamique, ben, c'est ça, du parent accompagnateur ou Ouais. du parent qui n'a pas de travail fixe. Ouais. Puis c'est vrai que c'est quand même, c'est de plus en plus commun d'avoir des hommes accompagnateurs, mais toute la machine est pensée pour que ce soit, tu sais, dans l'optique que c'est tout le temps une femme, euh, dans la paperasse, ou tu sais, juste la façon que quand on arrive, euh, l'employé il est considéré comme tout de suite supposé aller rentrer au bureau, puis ben, c'est l'accompagnateur qui gère la maison, puis les enfants, puis donc prendre des journées de congé, pour la famille, c'est un peu bizarre, tu sais, Tabou. ouais, c'est ça. Fait que non, il y a une petite révolution à faire là-dessus. Oui, ben, effectivement, je pense avec de plus en plus, je pense que les prochaines générations vont continuer. Si tes parents ont été des pionniers de mettre les deux noms, tu sais, je pense que de plus en plus, il y en a des Mm. conjoints accompagnateurs qui sont pas satisfaits de. Puis même, j'imagine aussi là, l'employé principal, tu sais, ils sont pas satisfaits de juste être la personne qui gagne le salaire, qui amène le Mhm. gagne-pain, tu sais, puis qui n'ont pas l'opportunité autant aussi de s'impliquer dans la vie des enfants. J'ose espérer que ça Ouais. va changer un peu, mais effectivement, la dynamique internationale fait que peut-être que la situation en Europe, par exemple, serait différente de la situation en Asie ou en Afrique, je ne sais pas. Ouais, puis il y a eu toutes sortes de circonstances un peu différentes là, avec les crises qu'on a vécues à l'étranger, là, mais ouais, Tu c'était parles de la COVID. difficile. Je parle de la COVID. Oui, juste pour être clair. C'était très intense là, pendant un certain temps là, au niveau du travail. Là. Ouais. Ouais, il y avait beaucoup de choses à gérer. Ouais. Ouais. Parlons, si je peux te poser la question, tu as mentionné que tu as perdu ton père quand tu étais quand même assez jeune. Là. Je pense que Mhm. les gens de notre génération commencent à perdre leurs parents plus à notre âge un peu maintenant. Ouais. Euh, Quel impact tu penses que ça a eu sur ta vie dans l'immédiat ou jusqu'à aujourd'hui? Ah, ouais, je sais pas. C'est dur à dire, hein. Ben, j'ai encore ma mère. Qui habite dans les cantons de l'Est. Ouais, c'est dur, hein, parce que comme pour moi, ça semble, je sais pas, j'ai comme pas vécu autre chose avec ça. Ça fait drôle d'y penser, mais c'est sûr que c'est difficile des fois je veux dire, j'ai certains regrets parce que j'aurais beaucoup aimé ça que mes enfants connaissent mon père, puissent passer du temps avec lui. Moi, j'avais une très bonne relation avec mon père. On s'entendait très bien. Puis comme je disais, on a voyagé un peu ensemble. Puis
Donc ça, c'était quand même un peu crève-cœur qu'ils puissent pas partager comme cette rencontre avec lui, tu sais. Mais j'essaye, je sais pas, d'une certaine manière de recréer un peu euh, pas sa personnalité, mais sa présence. Euh, il- il- je leur en parle, tu sais, j'aurais déjà raconté toutes sortes d'anecdotes, des choses que j'ai vécues avec lui. Euh, mais, euh, mais mes parents étaient déjà séparés. Moi, mes parents sont séparés, j'avais 8 ans. Ah, je Donc, savais pas. OK. ouais, ouais, ouais. Fait que, fait que ça a changé aussi. La dynamique était déjà différente. Euh, Donc, au moment de son décès, j'habitais plus à la maison. Il habitait seul. C'était quand même différent. Donc, le noyau familial était quand même déjà un petit peu disloqué là, et à ce niveau-là. Donc, ouais, c'était un peu complexe là, comme situation. Ouais, c'était des Mais pionniers à beaucoup d'égards, tes parents. OK. ouais, mais T'étais- ceux qui se séparent sur le plateau, c'était pas rare, par exemple. Ah, OK, OK, OK. Moi, quand j'étais jeune, les parents qui étaient encore en couple quand j'étais adolescent, c'était des parents rares, là. Je dirais que pas mal tout le monde autour de moi, leurs parents étaient séparés ou presque c'était toutes des mères, des familles monoparentales qui géraient la maison pas C'était mal. Ouais. commun. Ouais. Euh, je vais m'engager un peu sur un fil, là, mais j'ai vu une statistique récemment qui montrait que le taux de divorce, en fait, a augmenté beaucoup, effectivement, dans genre les années 80 et que notre génération, apparemment, divorce très peu, ou que les couples, en tout cas, durent plus longtemps. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ta vie, que tes parents soient séparés, que même si c'était normal, si tu veux, ou que Mm. c'est sur ta propre relation, parce que ça fait quand même un bout là, que vous êtes ensemble, ça fait Ouais, ça doit faire une vingtaine d'années, hein? on va fêter notre 20e bientôt. Euh, je, je sais pas. Euh, je pense que j'ai marié la bonne personne. Félicitations! Euh, mais je sais pas si tu sais, c'est parce que en même temps, de la façon que je vois le mariage aussi, c'est pas. Je le vois, ben c'est sûr, c'est une relation. Moi, je le vois vraiment une relation d'égal à égal. Puis je trouve ça comme un truc d'une équipe, tu sais. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça, c'est de respecter les choix de l'autre, puis d'être tout le temps prêt à faire des compromis. Mais tu sais, dans l'optique où justement on est une équipe, puis ce qu'on veut, c'est juste que tous les deux aillent plus loin, tu sais. Mhm. Que ça continue d'avancer, puis que ça roule bien pour les deux. Ça fait que, euh, ce qui m'a peut-être influencé, c'est le fait que même quand mes parents étaient séparés, ils ont quand même conservé une bonne relation, une relation quand même amicale. On fêtait les fêtes ensemble. Tu sais, il n'y avait pas d'animosité entre eux, il n'y avait pas de chicane. C'était quand même c'était très Serein. ouais, c'est assez serein. Tu sais, quand ma mère, mon père a conservé l'appartement donc, où on habitait, et puis ma mère a déménagé donc, de l'autre côté de la ruelle. On pouvait se parler de balcon à balcon. Donc, tu sais, c'était quand même aussi cette mentalité-là de quand même, pas de conserver un semblant de famille, mais tu sais, de dire, bon, ben oui, on n'est plus un couple, mais on reste une famille. Je sais pas si ça fait de Oui, l'allure, mais oui.
Euh, fait que ça m'a probablement plus influencé dans le sens où je vois les relations quand même comme étant euh, euh, t'es pas à la merci des relations des autres, tu développes les relations que tu veux avoir. Ouais. Voilà qui est sage. J'aimerais te demander si tu as des regrets. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu te dis: «J'aurais Hmm. dû, ben du don dû», puis ça tu l'as pas fait ou quelque chose que tu as fait, puis tu te dis: «J'aurais pas dû faire ça». Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gosse, comme dirait Richard Hmm. Desjardins? Ouais. Non, il n'y a pas grand-chose qui me gosse. Ben, c'est sûr qu'à l'occasion, je me dis, ah, peut-être que j'aurais pu aller étudier en littérature puis me mettre à l'écriture quand j'étais plus jeune. Et puis en faire peut-être une carrière. Mais en même temps, j'y avais pensé à cette époque-là, puis j'avais pas envie de le faire. Donc, c'est pas, c'est pas un regret en tant que tel, mais je me donnerais bien 10 ans, 15 ans de moins pour revenir là, tu sais. Euh, Tu sais, il se passe des belles affaires en littérature au Québec en ce moment. Tu sais, c'est vivant, il y a une belle énergie, il y a plein de jeunes auteurs qui sont là, puis c'est cool. Des fois, je me dis, ah, tu sais, j'ai comme l'impression d'arriver un peu tard, tu sais. Puis c'est comme, tu sais, j'aurais peut-être pu, tu sais, est-ce que les choses auraient été différentes si j'avais comme commencé un peu plus tôt, tu sais, à me mettre sérieusement à l'écriture. Euh, mais sinon, c'est pas c'est pas une grosse Trop grosse gossure. préoccupation, ouais. Non, c'est pas une grosse préoccupation. Mais non, sinon, non, j'ai pas de regrets. Non, je suis assez heureux du cheminement. Alors ta plus grande fierté dans ce cas-là? Oh, ma plus grande fierté à part mes enfants ou Évidemment, c'est la réponse classique, puis c'est un cliché, mais c'est vrai pareil. Alors ah c'est ouais, une ouais. réponse valide, mais à part Non, les non, enfants, mettons. non, non, l'écriture, d'avoir réussi à publier deux romans, ouais, ça, c'est quelque chose qui me rend très heureux. Ouais. Euh, Parce que je m'y attendais peut-être pas tant que ça. C'était un peu comme un rêve ou je sais pas, peut-être un fantasme, tu sais, que tu dis, ah ouais, j'aimerais ça écrire. C'est écrit, mais à gauche, à droite, puis mais d'y être finalement arrivé, ça pour moi, ouais, ça fait vraiment Puis plaisir. quand tu finis ton troisième roman, bientôt, je te le souhaite, tu vas pouvoir aller dans les salons du livre, ce qui a pas été facile Ouais, dans les dernières années, n'est-ce pas? non, j'ai pas pu faire aucun salon du livre. D'abord parce que j'étais pas ici, puis ensuite à cause du COVID. Donc, j'ai tout manqué. Donc, ouais, il y a le Salon du livre de l'Outaouais là, qui s'en vient au mois de février. Puis là, ben, j'ai bien hâte d'y aller. Ouais, ouais, ça je pense que ça va peut-être, donner de l'oxygène à ton feu, je ne sais pas, mais en tout cas, Ouais. c'est sûr que, ça a manqué dans les dernières années, la capacité justement de comme tu dis, tu sais, écrire, c'est solitaire pas mal par définition, puis avoir cette opportunité-là de se mêler non seulement à d'autres écrivains, mais aussi aux lecteurs, je pense en tout cas. Oui, oui, Je oui, te souhaite oui. bien du plaisir. Ouais, non, à chaque fois, c'est super agréable, c'est super stimulant. Puis à la limite, c'est même surprenant. Tu fais comme, ah ben wow, il y a des gens que ça intéresse. Puis comme, OK, je fais peut-être pas ça pour rien, finalement. Tu sais, non, mais c'est parce qu'il y a c'est ça, tu travailles, puis tu sais, on essaie de se motiver. On se dit, bon, ben, je fais ça, c'est ça, je fais d'abord et avant tout pour moi, pour un plaisir, le plaisir d'écrire, parce que c'est pas payant, parce que c'est pas très, euh, je sais pas, ça nourrit pas tout de suite, disons. Puis là, ben, quand tu rencontres des gens puis qui disent, ah, ben oui, c'est intéressant, ah, ben, je vais l'acheter ton livre, puis après, c'est que tu reviens, ah, j'ai beaucoup aimé ça, ta, ta, ta. Puis là, t'es comme, ben, wow, OK, tu sais.
ça vaut la peine peut-être que j'en écrive un autre. Oui, ben, je l'attendrai de pied ferme. Parlons justement donc d'avenir. Tournons-nous vers le futur. Hem, Tu dis, tu sais, quand je t'ai demandé la question des regrets, tu sais, peut-être que si je reculais de 15 ans puis tout ça, mais on est encore jeune, à beaucoup d'égards, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à écrire ou lancer des entreprises ou quoi que ce soit à notre âge, statistiquement parlant, on a un autre peut-être, 30-40 ans solidement devant nous. Hem, comment comment envisages-tu l'avenir? Qu'est-ce que tu veux en faire? Euh, là, euh, j'aimerais voyager encore, de toute évidence. Le fait d'être parti à l'étranger récemment, alors que c'est quelque chose qu'on avait mis un peu de côté pendant des années, m'a fait réaliser que tout est toujours encore possible. Il n'y a pas de, il y a pas de limite. Je sais pas comment dire, mais il y a encore toutes sortes de portes ouvertes. Il n'y a pas rien qui est fermé. Euh, c'est sûr que là, en ce moment, au niveau familial, point de vue organisation, on prévoit rester ici encore quelques années sans bouger pour que le dernier finisse ses études secondaires, puis peut-être le cégep. Mais après ça, il n'y a rien qui nous empêche d'aller ailleurs. Puis là, ça dépendra des circonstances, ça peut dépendre de ce qui se passe au niveau du travail. Donc, c'est dur de prévoir le long terme, mais éventuellement, c'est sûr, comme je disais, tu sais, pour moi, l'écriture, c'est quelque chose qui reste tout le temps présent dans mon cheminement, que je peux toujours avoir avec moi, peu importe où je vais, peu importe où je suis, puis que je compte conserver. Donc, il y a ça. Et puis, ben, au niveau du travail, ben là, j'aime bien ce que je fais en ce moment. Je vais continuer dans cette voie-là. Mais il n'y a rien qui empêche que, je sais pas, j'ai toujours un peu remarqué que, règle générale, j'ai des cycles qui tournent autour de 4 ans. Je sais pas comment. 4 ans. D'habitude, j'ai besoin de bouger après 4 ans, 4-5 ans. Ça n'a pas besoin d'être un gros bout, un gros déplacement, mais ça peut être comme changer de position de travail, ça peut être changer de travail, ça peut être prendre une pause pendant quelques temps, mais il y a souvent besoin là, de quelque chose qu'il faut qui se Change déplace. le mal de place un peu. Ouais, ou juste besoin, ouais, de stimulation, je sais pas. Donc, on va voir ce que ça va avoir l'air prochainement, mais c'est un peu comme On ça que je vois l'avenir, mais ouais, puis la retraite, ça, je le conçois pas vraiment encore. C'est quelque chose qui est encore trop loin. Mais, dans le premier roman que j'ai écrit, qui s'appelle L'odeur du gruau, j'avais divisé l'histoire en trois euh, périodes différentes. C'est les mêmes personnages qu'on rencontre dans la vingtaine, dans la trentaine, puis dans la quarantaine. Puis, pour moi, des fois, j'ai l'impression que c'est comme complètement des vies différentes. Euh, donc, c'est ouais, la cinquantaine, de quoi elle sera faite, et puis à quel point je vais constater une différence avec la quarantaine. Tu sais. Euh, ouais, pour moi, c'est intéressant parce que on, on gagne des choses, mais aussi on en oublie, j'ai l'impression. Où il y a des choses qui se répètent sans qu'on en soit tout à fait conscient. Et puis, peut-être qu'avec l'âge, on en est un peu plus conscient, mais je sais pas. J'hésite. Mais
Euh, donc, pour le futur, j'ai la misère à me positionner, en fait. Parlant de ce qu'on oublie, puis de ce que peut-être on perd, c'est d'une importance différente pour différentes personnes, mais j'aimerais te poser la question brièvement du corps. On en a juste un, il y a des morceaux qui peuvent être remplacés, mais est-ce que c'est quelque chose qui est sur ton radar, cette idée-là de la santé, de la forme physique? Est-ce que tu remarques que tu vieillis d'un point de vue plus, ben, terre à terre, là? Euh, ben, j'ai la chance d'être assez en santé, là, puis d'être en forme, mais même si mon boulot me cause souvent des maux de dos, euh, oui, je sens que c'est un peu moins, euh, je sais pas comment dire, flexible qu'avant, ou mais sinon, euh, ça va assez bien de ce côté-là. C'est sûr que je sais qu'il va y avoir des changements, mais pour l'instant, je touche du bois, puis j'en profite, là. Mais euh, je pense que aussi, ben, comme je te dis, mon travail est quand même assez physique là, quand on travaille sur des montages d'exposition, mais je pense on apprend aussi à travailler d'une manière un peu plus intelligente parce je vais utiliser plus des outils pour lever à ma place, tu sais, que utiliser mes bras puis mes jambes, là. Fait qu'il y a peut-être ça aussi qui gagne avec l'âge. On devient un petit peu plus prudent, puis on fait attention à comment on travaille. Ça c'est une bonne nouvelle, mais on s'en reparle dans 10 ans. J'espère que ça Ouais, va c'est ça. continuer comme ça. Aussi. Pour conclure, je te donne une baguette magique. Tu peux faire, je suis un génie de la lampe cheap, je te donne juste 2 vœux. Il y en a un que tu peux utiliser pour changer ton monde et l'autre pour changer le monde. Qu'est-ce que tu voudrais faire si tout était possible? Oh, quand tu veux dire changer mon monde, qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui est directement autour de toi, heu, dans Hmm. ta carrière, dans ta famille, dans ton lieu d'habitation, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer, mais qui présentement, est un peu, hors de portée? Tu sais, c'est Hmm. pour ça que ça prend la baguette magique. Ouais, ouais, ouais. Ben, si je pouvais avoir des journées plus longues, ça ferait bien mon affaire. Oui, c'est ça. Je Plus pense- d'heures dans chaque journée, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais, ou plus de jours dans une semaine. Je suis Ça, j'aime sûrement pas. ça, une journée de plus. Ouais. Je suis sûrement pas le seul qui souhaite ça, mais ouais, c'est sûr que le temps finit tout le temps par faire défaut. Je veux dire, quand tu as 10 000 projets puis que tu veux faire 10 000 affaires, il y a les obligations, il y a le boulot, puis il y a les affaires que tu as envie de faire. Puis en tout cas, euh, moi, je manquais horriblement de temps là, pour tout ça, de temps puis d'énergie, là. Fait que peut-être la baguette magique, ce serait pour me donner de l'énergie pour faire tout ça. Est-ce que, quelque chose comme, parce que bon, tu es fonctionnaire fédéral, est-ce que quelque chose comme, une semaine de 4 jours ou être à 60 c'est quelque chose qui serait possible pour toi dans ta carrière? Pas dans le poste que j'utilise actuellement, là. Non, faut que je sois présent sur place continuellement. Et puis, je suis quand même près du téléphone pour les urgences, là, si jamais il arrive quelque chose dans une salle d'exposition, une galerie, si le toit se met à couler ou quoi que ce soit, il faut que je sois disponible. Euh, donc, c'est un peu moins possible de ce OK. côté-là. Euh, Sinon, une baguette pour changer le monde, ben là, le monde, souvent, je trouve qu'il va pas très bien, mais euh, ouais, un petit peu plus d'amour hein, pour tout le monde, ça ferait pas de tort, mais ouais. On va Les travailler là-dessus. conflits, ouais, les conflits inutiles, là, des fois, c'est
c'est jamais très utile les conflits, là, mais euh, des fois, ça finit par briser le cœur. On va travailler là-dessus. Ouais. Merci, Alexis, pour ton temps, pour ta générosité, pour tes histoires. Je te souhaite beaucoup d'heures que tu pourras consacrer à l'écriture de ton prochain roman qui s'en vient et beaucoup de belles aventures avec ta famille. Je te remercie beaucoup. Merci de l'invitation. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 20e épisode de La Quarantaine ou me suggérer le nom d'une personne à interviewer, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado ou écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. N'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.